Donc le titre Les rapports méconnus, finalement peut-être vous sont-ils quand même un peu connus, mais je n'aurai pas l'occasion d'aller dans les détails, hein, parce que, bon, je viens de le dire, le timing c'est important aussi, et je crois que je vais essayer de le respecter. En tout cas, si je suis ici en historien des sciences, c'est essentiellement pour vous montrer, ou en tout cas tenter de faire, qu'il y a non seulement une histoire des sciences, mais il y a aussi une histoire de la méthode scientifique. Il y a une historicité du rationnel et de l'irrationnel. En d'autres termes, le rationnel d'il y a 3 ou 4 siècles n'est peut-être pas le rationnel d'aujourd'hui, et l'irrationnel d'hier n'est peut-être plus celui qu'on rencontre actuellement. Il faut par exemple bien reconnaître que les conceptions de la nature que les savants ont pu avoir, elle est toujours en accord avec une époque bien déterminée, et que constater que les modèles qui étaient alors utilisés comme irrationnels, à un moment donné, ont fini quand même, et on verra pourquoi, par féconder certains aspects de la science moderne. Alors le constat que je propose est quand même clair. Pour moi, il est difficile de répartir le rationnel et l'irrationnel des deux côtés d'un moment fondateur de la science. L'historien des sciences est souvent confronté à deux problèmes, à deux dangers en tout cas, qu'il peut essayer d'éviter. D'abord, de tomber dans un certain relativisme, c'est-à-dire croire que les croyances et les savoirs scientifiques sont absolument équivalents, ou qu'ils l'ont peut-être été à une époque et pas aujourd'hui. L'autre piège dans lequel il faut se garder de tomber, c'est l'anachronisme, c'est-à-dire juger le passé en fonction des savoirs actuels. Donc, ce sont vraiment deux dangers pour lesquels on doit être particulièrement attentif. Alors, pour baliser un petit peu, je vais sortir ma montre parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un peu comme Jean de Bricmont, j'ai tendance à dépasser largement le temps qui m'était imparti. Donc, je vais avoir un repère fixe sous les yeux. Pour baliser un petit peu donc mon exposé, je vais prendre deux formules que j'emprunte à Gérard Simon, qui est, à mon avis, a été en tout cas le plus grand spécialiste comme historien des sciences de Kepler. Et Kepler, vous allez le voir, va être un moment important de ma communication. Et de bien vous imprégner donc de cette première pensée, l'analyse de ce qui pour un savant est pensable doit précéder celle de ce qui pour lui est pensé. Ah, c'est un point important de garder à l'esprit. Il est effectivement difficile de comprendre le travail d'un savant en faisant abstraction, ou d'un scientifique, en faisant totalement abstraction de ce qu'il considère ou non comme plausible. Plausible, ça veut dire que son modèle doit être compréhensible par les gens de son époque. Gérard Simon arrive ainsi à reconnaître que dans toute recherche, il faut un champ de ce qui peut avoir valeur de vérité, ou au moins de vraisemblance, et qui est a priori déterminé. Et ce champ, loin d'être intemporel, se modifie au cours de l'histoire. Seconde citation de Gérard Simon pour baliser la suite de mon exposé. Les croyances que l'on appelle ésotériques ne sont bien souvent que des doctrines qui, à une époque, parurent parfaitement naturelles, légitimes, sinon rationnelles. Alors ça peut peut-être heurter effectivement
rationaliste. Et je crois que c'est quelque chose d'important et on va essayer d'expliciter ce que ça signifie. Il faut donc nous garder d'épurer la culture scientifique du passé, comme s'il fallait à tout prix en dégager ce qui a été purement scientifique à une certaine époque, en le séparant de ce qu'on pourrait appeler la préscience, la parascience ou la pseudoscience. Il faut que nous comprenions que dans le passé, des considérations que nous classons aujourd'hui comme des superstitions étaient considérées comme raisonnablement et même rationnellement possibles. C'est précisément là que réside le danger de l'anachronisme, à propos duquel Gérard Simon nous met en garde. L'historien des sciences a toujours intérêt à se souvenir de cela s'il ne veut pas fonder ses critères de scientificité ou de rationalité sur ce que Simon appelle les anachronismes de rétrospection. Au vu de ces remarques, je vais maintenant vous parler plutôt un peu d'astronomie. Je vais limiter forcément mon propos à des questions d'astronomie, du début de l'astronomie, de ses liens évidents avec l'astrologie, et aussi de la question qui tient beaucoup à cœur Serge, à savoir l'action à distance. Comment cette action à distance a été perçue, comment elle a fini par s'imposer. C'est dont je voudrais également vous parler pendant quelques minutes. Alors, on va faire un petit point d'histoire. C'est pour ça que ma présentation, j'y ai été un petit peu... je n'ai pas l'occasion de faire une sieste, mais je veux dire que ça va être un peu plus léger. Je vais vous montrer beaucoup d'images. Donc, ça va être un peu plus... Il y a de la vidéo. Je n'ai pas de vidéo, rien du tout. Oh, zut. Pas encore. Alors, on part de ce qu'on qualifie généralement le début de la science, d'une réflexion scientifique un peu plus raisonnée, la Grèce classique et l'injonction de Platon reprise par après par Aristote, ce qui conditionne l'examen, l'étude de la nature, c'est ce fameux sosein taphenomena, c'est-à-dire il faut sauver les apparences. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien qu'il faut comprendre la nature que l'on observe, éventuellement la comprendre suffisamment pour prévoir un certain nombre d'événements, mais on ne prétend nullement que ce qu'on va dire sur la nature correspond à la réalité. On fait l'impasse sur la réalité à ce moment. Et pour ce qui est des questions astronomiques, alors pourquoi l'astronomie? Parce que l'astronomie, on en a besoin pour faire des horoscopes. Il faut être clair, la principale motivation pour faire de l'astronomie pendant quasiment 2 millénaires, depuis la Grèce classique jusqu'au milieu du XVIe siècle, c'est ça, il faut faire des horoscopes. Et les astronomes étaient aussi des astrologues. Kepler en est le meilleur exemple, et Kepler a gagné sa vie comme astrologue. Mais il a besoin, l'astronome, il a besoin d'astronomes parce que l'astrologie ne peut pas se faire sans qu'on puisse prévoir les événements. Il faut qu'on sache à quel moment il y aura une éclipse, à quel moment il y aura une conjonction particulière des planètes. Et donc tout ça nécessite une observation précise du ciel. Alors, les modèles sont très simples et sont tout à fait associés à cette idée qu'il faut simplement se contenter d'expliquer ou de caractériser ce que l'on voit, les apparences. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'il y a quand même des anomalies. Alors ces apparences et ce monde qu'on propose, c'est un monde qui a été créé forcément par les dieux, donc un monde parfait, c'est un monde géométrique, c'est un monde où il n'y a que des cercles, des sphères et des lignes droites. C'est ça la perfection divine. Mais évidemment, quand on observe effectivement le ciel, il y a des choses qui sont quand même un peu anormales. Bon. Il y a notamment des objets qui ne se comportent pas comme les étoiles, qui ont l'air de se balader un peu n'importe comment dans le ciel.
Ce sont les planètes. Hein, étymologiquement, d'ailleurs, planète, c'est un astre errant. Et puis surtout, ces planètes sont suit on veut dire, les positions au jour le jour. Au lieu d'avoir un déplacement qui est régulier, elles peuvent de temps en temps revenir un petit peu en arrière et puis elles repartent, apparemment. Hein, de jour en jour, les positions peuvent former comme ça des boucles. Et donc les modèles vont se compliquer au fil du temps jusqu'à prendre une forme qui va quasiment être conservée pendant une quinzaine de siècles. Là, donc au second siècle de l'ère dite chrétienne, on a le modèle de Claude Ptolémée, qui rassemble un peu toutes les connaissances en astronomie qu'on peut avoir à l'époque. C'est un ouvrage qui a disparu à un moment donné et qui a été traduit en arabe et qui a été longuement et pendant longtemps utilisé là-bas et qui est revenu en Europe tardivement et qui a été retraduit en latin à cette époque-là. Donc c'est un circuit qu'on retrouve souvent dans un certain nombre de textes historiques. Alors, dans cette conception de l'astronomie grecque, je passe sur les détails, hein, mais on arrive à sauver les phénomènes, effectivement, on arrive à expliquer par le modèle des épicycles, par le modèle des déférents, on arrive à expliquer qu'effectivement, hein, les planètes peuvent avoir un comportement un peu différent des étoiles. Alors, quel est le monde que l'on a, disons, durant tout le Moyen-Âge dans l'Occident? Eh bien, c'est le monde que l'on retrouve dans ces deux représentations. On a évidemment la Terre au centre. On a la Lune qui se trouve autour. La Lune, le Soleil et les planètes se trouvent sur ce qu'on appelle des orbes. Alors, les orbes, ce sont des surfaces. Ce sont des surfaces matérielles. Elles sont en cristal, disent les anciens depuis Aristote. Elles sont en cristal, elles sont translucides, et il y a un orbe plutôt, pour chaque planète, le Soleil et la Lune. Ce monde-ci, le monde où se trouve la Terre jusqu'à la Lune, c'est le monde sublunaire. C'est un monde où se passent des choses bizarres. C'est le monde de la corruption, c'est le monde de phénomènes curieux, c'est le monde où il y a des comètes pour eux, c'est le monde des météores, c'est le monde, disons, où il y a toute une série de choses qui peuvent se passer. C'est le monde qui n'est pas parfait. La perfection commence à apparaître dans les orbes planétaires. Et la perfection suprême, c'est ce qu'on appelle la sphère des fixes, c'est celle où se trouvent les étoiles. Voilà donc le modèle tel qu'il se présente, disons, durant le Moyen-Âge. C'est un monde, puisqu'il est question aussi d'essayer d'expliquer comment les différentes orbes vont se comporter les unes par rapport aux autres. C'est un monde qui vit toujours, là aussi, sur une conception aristotélicienne. Le lourd va vers le bas, le léger va vers le haut. Et donc, c'est comme ça qu'on explique la pesanteur terrestre, par exemple. Pourquoi est-ce que quand vous lâchez une pierre, cette pierre tombe? Parce qu'elle veut rejoindre le centre de l'univers, qui est aussi le centre de la Terre. Et on assimile donc ça à la chute des graves. Les légers vont au contraire vouloir rejoindre l'orbe de la Lune, là où se trouve l'atmosphère, là où se trouvent les choses aériennes. Et c'est une conception qui va perdurer longtemps, puisque dans l'histoire comique des États des empires de la Lune au milieu du XVIIe siècle, Savinien de Cyrano de Bergerac imagine encore son personnage qui s'élève vers la Lune et il a mis autour de sa taille des bouteilles qui contiennent de la rosée. Parce que la rosée, c'est bien connu, quand elle s'évapore, eh bien, elle s'échappe, elle monte, elle est légère, elle veut rejoindre les sphères aériennes. Et donc, c'est le moyen de déplacement aérien que Savinien de Cyrano de Bergerac imagine. On arrive, comme ça, vers le milieu du XVIe siècle,
où s'est accumulé un certain nombre d'observations nouvelles. On a amélioré les tables d'observation, les tables des éphémérides. Mais il y a quand même de gros soucis qui se posent et qui posent problème précisément aux astrologues. Ils n'ont plus la possibilité, en tout cas c'est leur récrimination, de faire des prévisions, de construire des horoscopes valables, selon eux, puisque les données sur lesquelles ils vont travailler ne correspondent plus tout à fait à ce qui est observé. Les chrétiens, entre-temps, parce que là il y a un petit souci technique, je n'avance plus. Voilà. Ok, ça va, merci. Oui, bon, donc entre-temps, les chrétiens ont repris exactement le modèle aristotélicien, ils ont exactement la même façon de concevoir le monde. On a simplement changé une chose, ce n'est plus les dieux qui ont bâti l'univers, mais c'est un dieu évidemment unique. Et ce sont les anges qui mettent en mouvement, selon Thomas d'Aquin, les différentes orbes planétaires. C'est eux qui ont donné initialement le mouvement pour que toutes ces planètes tournent autour de la Terre. Vient alors celui qu'on présente souvent comme le fondateur de l'astronomie moderne. On parle d'ailleurs de révolution copernicienne la plupart du temps. Vient donc Copernic, qui est un chanoine polonais, qui, devant justement la confusion qui commence à s'installer dans les données astronomiques, décide, mais là aussi c'est dans un but, pas forcément de faire des horoscopes, mais dans un but d'améliorer la précision simplement des observations, de changer les repères. Et donc il dit, plutôt que de continuer à mettre la Terre au centre de l'univers, si on y mettait le Soleil, et si on mettait les planètes autour, qu'est-ce qu'on aurait comme données? Est-ce que ça serait plus en accord avec ce que l'on voit? Ça, c'est l'objectif de Copernic. Et il constate effectivement qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, et il rédige toute une série de travaux. Alors, ces travaux ne sont malheureusement publiés que tardivement. En tout cas, on n'est même pas certain que Copernic a pu voir le résultat de ce travail. Bon, le titre de l'ouvrage, De Revolutionibus Orbium Celestum, est publié en 1543. C'est vraiment un ouvrage révolutionnaire sur le plan de l'astronomie, puisqu'on passe d'un modèle géocentrique à un modèle héliocentrique. Et là, c'est vraiment un choc entre ce qui est rationnel pour l'époque. Ce qui est rationnel pour l'époque, c'est Thomas d'Aquin, c'est la religion, c'est le modèle aristotélicien. Ça, c'est la raison. Et l'irrationnel, c'est d'imaginer qu'on met la Terre comme une simple planète, la Terre qui cesse d'être le centre du monde, la Terre qui est pourtant le lieu où Dieu a mis l'homme. Donc il y a là une hérésie profonde, il y a là vraiment quelque chose qui est perçu comme irrationnel par les contemporains de Copernic. À tel point que on assiste à quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que le traité de Copernic, l'éditeur qui est chargé de publier cet ouvrage, va lui ajouter une préface. Une préface d'ailleurs qui va être anonyme pendant longtemps. C'est Kepler qui va révéler que cette préface a été écrite par l'éditeur, Andreas Osiander, qui est un théologien luthérien. Et Osiander dit dans cette préface, vous savez, faites pas trop attention à ce que Copernic raconte. En
fait, il a mis la Terre comme une planète, il a mis le Soleil à la place de la Terre, mais c'est simplement parce que ça arrangeait bien certaines choses. Donc, on est à nouveau dans un modèle, un état d'esprit aristotélicien. On sauve les apparences. Hein. Copernic a simplement changé la position de la Terre, il l'a inversé avec le Soleil, mais ça ne représente pas la réalité. Ne vous en faites pas, c'est pas pour ça que la Bible est mise en cause. Ce qui était vraiment une trahison épouvantable. Pierre Gélis a d'ailleurs écrit pas mal de choses à ce propos-là. Effectivement, tu peux qualifier vraiment d'imposture et d'infamie l'attitude de Sandel. Alors, on n'est évidemment pas dupe parce que Copernic a laissé d'autres écrits dans lesquels il affirmait clairement que ce n'était pas du tout pour lui un artifice de calcul, et que bien au contraire, c'était pour lui comme ça que les choses se passaient, que c'était effectivement la réalité du monde dans lequel on se trouve. Voilà donc quelques extraits du modèle de Copernic. Cependant, le modèle de Copernic, bon, à part cet aspect révolutionnaire, ça n'arrange pas encore grand-chose, parce que Copernic, bon, il a toujours des ordres, hein, c'est-à-dire qu'il met simplement la Terre ici au milieu, le Soleil, pardon, ici au milieu, les planètes dont la Terre, hein, voilà, et ça c'est la trajectoire de la Lune. Ça reste circulaire, ça reste sphérique, il y a toujours des droites, on est resté quand même dans un modèle très géométrique, et finalement ça va être, à part cette révolution de la position de la Terre et du Soleil, ça reste très aristotélicien finalement dans sa conception. Le modèle de Copernic n'est pas très diffusé, parce que ce n'est pas forcément un ouvrage qui est recherché. Son aspect révolutionnaire joue aussi quelque peu en sa défaveur. Et malgré tout, un certain nombre de savants lisent Copernic et vont prendre fait et cause pour le modèle héliocentrique. Parmi ces savants, un jeune mathématicus, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que ce n'est pas un astronome, c'est quelqu'un qui enseignait les mathématiques et l'astronomie à des étudiants. Un jeune mathématicus, Johann Kepler, qui donne cours en Autriche, à la ville de Graz, est initié par son professeur d'astronomie, Maestlin, au modèle héliocentrique de Copernic. Et c'est un modèle qui le frappe, mais il le frappe surtout par les questions qu'il se pose. C'est-à-dire qu'il va surtout être frappé par ce que Copernic n'explique pas. Par exemple, Copernic n'explique pas pourquoi il n'y a que 6 planètes. À l'époque, on ne connaissait que 6 planètes: Mercure, Vénus, la Terre, bien sûr, Mars, Jupiter et Saturne. Pourquoi 5 plutôt que 6, plutôt que 5, plutôt que 7? Alors, pourquoi les planètes supérieures, donc les planètes qui se trouvent plus éloignées du Soleil, sont-elles plus lentes que les inférieures, comme Mercure par exemple ou Vénus? Copernic n'explique pas non plus. Alors surtout, qu'est-ce qui fait avancer les planètes? Kepler n'envisage plus les anges de Thomas d'Aquin. Mais ce qu'il met à la place des anges n'est guère mieux. Il parle d'âmes motrices. Alors, qu'est-ce que sont ces âmes motrices? Kepler ne va pas trop s'étendre là-dessus. Ce sont des entités matérielles. Il n'en dit rien. Ce sont en tout cas des choses qui sont dans l'univers, qui sont créées par Dieu. Kepler reste profondément chrétien. Créées par Dieu et qui ont mis ou qui continuent à mettre en mouvement les planètes les unes par rapport aux autres autour du Soleil. Alors Kepler a une vision excessivement... c'est un personnage assez curieux qui mériterait près de 2 heures de conférence.
Le premier travail qu'il fait, il vous est présenté là. Le premier travail il imagine, à la suite toute une série de relevés qu'il a pu faire, justement, il essaie de comprendre comment les planètes se disposent les unes aux autres, comment les orbes de ces planètes se disposent les unes par rapport aux autres. Au début, il croit encore à ces orbes aussi un peu solides en cristal, et il est préoccupé par l'harmonie du monde. Il dit, ce monde qui a été créé par Dieu, il est forcément parfait, et donc il doit y avoir une harmonie qui existe. Et donc, il essaie de regarder un peu les distances qui séparent les orbes par ses observations, et il se rend compte qu'il y a un rapport entre ces distances et les 5 polyèdres réguliers, hein, le tétraèdre, etc., le cube. Et il positionne, c'est le modèle qui est là, il positionne donc à l'intérieur des orbes planétaires ces 5 modèles, ces 5 polyèdres, et ça correspond presque exactement aux distances relatives des orbes et des différentes planètes les unes par rapport aux autres. Il publie ses recherches dans cet ouvrage en 1597, le Mysterium Cosmographicum, et cet ouvrage va, lui, connaître finalement un succès plus grand que l'ouvrage de Copernic. Assez curieusement, il est diffusé beaucoup mieux, et c'est ainsi qu'il arrive dans les mains d'un autre astronome, qui est tout aussi étrange et particulier que Kepler. Il est danois, c'est Tycho Brahe. Alors Tycho Brahe, c'est vraiment le contraire de Kepler. Kepler était très austère. À l'époque où on se trouve, il est encore relativement jeune, il a une vingtaine d'années. Tycho Brahe est beaucoup plus âgé, alors que Kepler n'avait pas un sou, il gagnait sa vie simplement en faisant des horoscopes. C'était son gagne-pain, c'était d'écrire des horoscopes. Il y avait un traitement vraiment ridicule comme Mathematicus. Bon, il était professeur, vous savez que les professeurs n'étaient pas bien leur vie. Là, à l'époque, c'était encore pire. Alors que Tycho Brahe, c'est vraiment le multimillionnaire de la recherche scientifique à l'époque, avec beaucoup de rapports avec les puissants, avec les princes danois. Et il a réussi à faire construire un observatoire dans l'île de Veynes, Uraniborg, un observatoire absolument étonnant. C'est vraiment la première structure scientifique, pourrait-on dire, quasiment professionnelle, où il y a des dizaines d'assistants qui vont travailler. Et ce qui est important, c'est que cette structure va exiger des instruments nouveaux. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on observe toujours à l'œil nu. La lunette, c'est Galilée, c'est un peu plus tard. Donc ici, on observe toujours à l'œil nu. Et donc, Tycho Brahe fait construire toute une série d'instruments d'observation beaucoup plus précis que ceux que l'on avait avant. Et ce sont ces nouvelles données qui vont intéresser particulièrement Kepler. Kepler est amené à rencontrer Tycho Brahe et ils vont collaborer, tant bien que mal d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même fort différents l'un de l'autre. Et quand Tycho Brahe va mourir en 1601, eh bien, c'est Kepler qui va hériter d'un certain nombre, un héritage scientifique, mais un héritage colossal, on va le voir. Il va hériter des données astronomiques qui ont été accumulées par Tycho Brahe, et en particulier différents relevés qui concernent la planète Mars. Et c'est là qu'on a, je dirais, un nouveau choc entre le rationnel et l'irrationnel dans l'œuvre de Kepler. C'est que quand Kepler commence à prendre le détail des observations que Tycho Brahe a fait, et qu'il essaie de reconstituer la trajectoire suivie par Mars autour du Soleil, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, au sens propre du terme. Ça ne tourne plus rond. Mars ne tourne pas rond autour du Soleil. Jusqu'à présent, tout était circulaire, tout était sphérique. Une chose a disparu, ce sont les orbes. Ça, c'est Tycho Brahe qui a fait tomber, je dirais, la structure des orbes.
le jour où il s'est aperçu qu'une comète passait à travers des orbes, il s'est dit ça peut pas être un cristal, ça peut pas être solide. Donc maintenant, on ne parle plus déjà à l'époque de Kepler d'orbe solide, on parle d'orbite, on parle de trajectoire suivie par une planète. Mais la trajectoire que Mars suit autour du Soleil, ce n'est pas un cercle. Alors Kepler va travailler pendant des mois sur cette structure. Il va essayer toutes sortes de géométries, structure ovoïde, un ovale. Et puis finalement, il doit se résoudre à une ellipse. Et je dis bien se résoudre à une ellipse. D'ailleurs, Kepler, qui a généralement un vocabulaire assez franc, dit pour moi c'était une charretée de fumée. Bref, c'était de la merde. C'était pas possible que Dieu fasse tourner une planète sur une ellipse. C'est irrationnel. Ce qui est pensable à l'époque de Kepler, c'est que les planètes tournent autour du Soleil sur des cercles. Une ellipse, ça n'est pas possible. Donc il y a ce télescopage, et le grand mérite de Kepler, c'est d'avoir surmonté, je dirais, cette espèce d'hérésie pour lui, en tant que chrétien, cette difficulté qu'il a eu à admettre que la perfection du cercle tombait, et qu'il fallait à ce moment-là l'accepter, puisque l'effet scientifique était cela. Kepler avait une confiance absolue dans les relevés que Tycho Brahe avait fait. Michel, il te reste 5 minutes. Je vais aller accélérer, parce que je vois qu'il est déjà presque l'heure. Alors, je vais passer sur la fin de Kepler. Bon. Petit moment de détente avant d'examiner en quelques minutes. Bon, alors, il y avait donc cette fameuse action à distance qu'on retrouvait déjà dans le magnétisme, évidemment. Les aimants étaient connus depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, on connaissait les aimants, on connaissait les phénomènes d'attraction. Et donc, il y a un traité qui a fait date dans la description un petit peu des propriétés des aimants, c'est le traité de l'anglais Gilbert dans la seconde moitié du XVIIe siècle, au tout début du XVIIe siècle, pardon. Et déjà, la Gilbert imaginait un aimant sphérique et constatait que, on peut très bien imaginer que la Terre se comportait comme un aimant. Et, ce que je n'aurai pas l'occasion de toute façon de décrire aujourd'hui, tant pis, il faudra que comme Jean Bricmont mette fin un peu plus tôt, c'est qu'on se retrouve après Kepler. Je vais faire l'impasse sur Galilée parce que les phénomènes de gravitation n'ont pas été forcément bien analysés par Galilée, mais on se retrouve donc au milieu du XVIIe siècle, et là, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on va trouver un choc entre deux personnalités particulièrement fortes, le français René Descartes et l'anglais Isaac Newton. Ce sont deux conceptions du monde complètement différentes. Alors Descartes c'est la raison. Descartes imagine cependant un monde qui, sur le plan physique, n'a pas tenu la route. La physique de Descartes a été déclarée obsolète déjà dans le courant du XVIIIe siècle. Le monde de Descartes, c'est un monde continu, c'est un monde où il n'y a que des particules qui interagissent les unes avec les autres. Il ne peut pas y avoir de mouvement sans contact. Donc, si quelque chose se déplace, c'est parce qu'il est touché par autre chose et il transmet son mouvement à d'autres objets. C'est un monde de tourbillons. Et donc, Descartes imagine ce genre de structure pour expliquer le système solaire. Qu'est-ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil? Eh bien, des tourbillons de matière qui mettent en mouvement les différentes planètes. Un peu plus tard, Newton, qui est aussi un personnage un peu curieux, va comprendre
Mais ça, c'est l'épisode de la pomme. Vous connaissez tout l'histoire, l'anecdote de la pomme qui tombe et qui permet à Newton de comprendre qu'une pomme qui tombe et la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est la même chose. Bon, la Lune, en fait, tombe vers la Terre, mais comme elle est soumise à une vitesse, eh bien, elle tombe sans toucher la Terre, elle tombe sans arrêt, ce qui amène à avoir un mouvement elliptique finalement autour de la Terre. Donc l'épisode de la pomme, c'est Newton lui-même qui l'invente à la fin de sa vie, quand il a commencé à publier ses travaux. Newton a tardé à publier ses travaux. Newton avait peur de tout le monde, et il craignait qu'on le copie, donc il était carrément paranoïaque. Et donc il a toujours hésité à publier ses travaux, ce qui lui a valu de gros problèmes et des contestations de priorité. Bon, la découverte de la gravitation, elle n'a été publiée qu'à vers la fin du XVIIe siècle, et d'autres, essentiellement des Anglais comme lui, avaient eux aussi déjà imaginé que cette gravitation était à la fois proportionnelle à la masse des objets et inversement proportionnelle à la distance, au carré de la distance qui les sépare. Et donc il y a eu une querelle de priorité. Il y a surtout eu une querelle de priorité avec deux cartésiens, avec plusieurs cartésiens, mais essentiellement avec Leibniz et avec Huygens. Newton a eu deux controverses avec Leibniz. Il y a eu une première controverse concernant la découverte de calcul infinitésimal. Là aussi, tout simplement parce que Newton n'a pas publié rapidement ce qu'il avait découvert, et leurs approches étaient de toute façon différentes. Alors, il y a une autre controverse, justement, à propos de l'explication de la gravitation, parce que la gravitation, c'est une action quand même qui se fait à distance. La gravitation, c'est si un objet tombe sur la Terre, c'est parce qu'il est attiré par cette Terre. Et qu'est-ce qui cause cette attraction? Parfois, Newton n'a jamais été très clair. Alors, je vais simplement lire deux courts extraits, peut-être un seul par rapport à l'Église, pour bien comprendre justement l'état d'esprit dans lequel on se trouve à cette époque. Donc, Leibniz, qui est cartésien, écrit au début du XVIIe siècle cette phrase: « Je ne voudrais pas qu'on soit obligé de recourir au miracle dans le cours ordinaire de la nature et d'admettre des puissances et des opérations absolument inexplicables. Autrement, on donnera trop de licence aux mauvais philosophes à la faveur de ce que Dieu peut faire et en admettant ses vertus centripètes ou ses attractions immédiates de loin, sans qu'il soit possible de les rendre intelligibles. Je ne vois rien qui empêcherait nos scolastiques de dire que tout se fait simplement par leurs facultés et de soutenir leurs espèces intentionnelles qui vont des objets jusqu'à nous et trouvent moyen d'entrer jusque dans nos âmes. » Leibniz, d'ailleurs, considérait que l'action à distance que Newton utilise était une hypothèse fainéante. Un corps n'est jamais mu naturellement que par un autre corps qui le pousse en le touchant. Donc on est vraiment dans la théorie de Descartes à 100%. Et Huygens, c'était dans la même chose. Il trouvait tout simplement cette théorie complètement absurde, hein, et plutôt proche de la magie qu'autre chose. Je vais terminer en toute dernière minute. Le dernier aspect de ce télescopage un peu entre rationnel et irrationnel, on va également en parler concernant Newton. Vous savez peut-être que quand Newton est mort, sa famille, ses héritiers, ont effectivement laissé publier ses écrits scientifiques, mais qu'une bonne partie de la production des manuscrits que Newton avait rédigés, qui étaient des manuscrits de théologie et d'alchimie, ces manuscrits ont été soigneusement rangés dans une malle, et cette malle a été, je dirais, conservée dans la famille pendant plusieurs siècles. Au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres,
un des descendants de Newton. Caroline Barton était l'héritière de Newton au moment de son décès. Ce Gérard Vernon de Moilop était en fait le leader d'une association nationaliste anglaise et il a décidé donc de mettre en vente les archives pour alimenter les caisses de ce parti fasciste. Alors, petit clin d'œil à Serge Derouet, c'est l'économiste Gates qui a veillé à ce que cette collection de manuscrits alchimiques et théologiques ne soit pas dispersée, parce qu'il y avait une mise en vente aux enchères, et effectivement, un bon quart de ces archives a pu être conservé, se trouve maintenant à la disposition des chercheurs. Je crois que c'est essentiellement en Israël que ça se trouve. Alors pourquoi insister sur cet aspect? Eh bien parce que finalement, Newton a beaucoup plus travaillé dans l'alchimie que dans la physique. Quand on regarde l'évolution de la vie de Newton, par rapport à ce qu'il a pu faire, il a essentiellement travaillé dans le domaine de cette alchimie. Et on se demande, certains chercheurs en tout cas ont des arguments pour l'affirmer, si cette attraction à distance que Newton envisage pour le phénomène de la gravitation universelle, il n'est pas allé la chercher dans une notion alchimique de sociabilité, version améliorée des sympathies de Paracelse, qui pourrait très bien être l'explication de sa théorie. Il n'a jamais été très précis d'ailleurs sur ce qui pouvait rendre compte de la gravitation. Je terminerai par cette conclusion. On va quand même dépasser de 5 minutes de temps. Là aussi, paradoxal que ça puisse paraître, hein, les historiens de la chimie considèrent effectivement que c'est la pratique de la chimie qui a imposé le rôle nouveau du scientifique, c'est-à-dire être acteur plutôt que simple observateur passif de la nature. Quand vous reprenez les traités de chimie du XVIe, XVIIe siècle, ils s'inspirent directement de manuels d'alchimie quant à la pratique de laboratoire, et c'est grâce à cette pratique qui s'est améliorée, qui a évolué au cours du temps, que la chimie nouvelle a pu exister à partir, mais ça reste discutable, par exemple, de Lavoisier. De même que l'astronomie ne s'est développée que parce qu'elle servait aux astrologues. C'est les astrologues qui étaient demandeurs d'informations, demandeurs de données pour rédiger leurs horoscopes. Et donc, l'évolution de l'astronomie et les différentes découvertes qui ont finalement eu lieu, eh bien, c'est sous la pression, en tout cas sous une demande d'astrologue qu'elle apparaît. Et enfin, quant à l'action à distance, irrationnelle, puisqu'assimilée à la magie, bon, je n'ai pas évoqué le fait qu'évidemment, les chrétiens, et le Vatican en particulier, s'est opposé également à cette action à distance, parce que ça avait un caractère proche de la magie, concurrençant, je dirais, l'effet des reliques, par exemple. Hein, et donc, il y a eu une série de décrets pontificaux qui interdisaient d'enseigner l'action à distance entre objets. La nature ne pouvait pas copier quelque chose qui a été créé par Dieu. Dieu est seul capable de ces miracles à distance. S'il n'y a pas de milieu pour transporter et de donner le contact, ce n'est pas possible. Donc, l'action à distance, irrationnelle puisque assimilée à de la magie, eh bien, elle a quand même finalement triomphé de la rationalité du mécanisme cartésien, puisque, encore une fois, Descartes, si on peut le retenir comme philosophe, et si on peut retenir de lui la méthode de travail en sciences, sa physique est complètement obsolète. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté avec beaucoup de patience.